Donc merci beaucoup tout d'abord Pierre Guyon, c'est le comité scientifique du Collège de France pour me donner l'opportunité de présenter ces travaux. En fait, il y a une première partie que je vais présenter qui concerne l'énergie modulée. Alors je vais avoir le temps de dire ce que c'est, mais qui est essentiellement le titre de l'exposé que j'étais censé faire. Et puis en fait, dans une deuxième partie, je vais vous présenter des travaux en cours de rédaction plus récents qui concernent une certaine généralisation de ces systèmes-là. Ok. La première partie étant un travail en collaboration avec du coup Matt Rosenzweig qui est à Carnegie Mellon et Cilia Sarfati qui est nouvellement au Jacques Lyons. Donc avant de présenter les applications, je vais tout de suite donner les systèmes qui vont nous intéresser dans la suite de l'exposé. Donc c'est des systèmes de particules, comme l'a dit Pierre-Louis Lyons. Pas trop de... quand même. Système de particules en interaction, et en fait ce sera des cadres de flow gradient. À ce stade-là, on peut ajouter aussi une diffusion brownienne ou ne pas en ajouter, mais ce sera important pour la suite. Donc ça, c'est un système de n particules en interaction. N est très grand, je ne reviens pas sur toutes les applications des modèles de champ moyen en général, mais je vais après intervenir sur les applications de ce genre de système plus spécifiquement. Et donc pour ce genre de vision, disons, microscopique, de vision lagrangienne sur mon système de particules, je peux écrire une vision, disons, eulérienne. En tout cas, je peux écrire une équation de Liouville associée qui porte sur la loi jointe de mes n particules. Donc cette équation de Liouville, je peux l'écrire comme suit, donc 1 sur n, et puis là j'ai des termes d'interaction. Et cette équation-là, en fait, on a une interprétation du coup statistique dessus, puisque la loi à chaque instant de mon n-uplet de particules va être la loi de mon n-uplet de particules va être la solution de cette équation de Liouville. Voilà, et puis là, on a un terme qui vient de la formule d'Ito de diffusion. Bon, le problème, évidemment, sur cette équation, c'est qu'on essaye a priori de résoudre une équation qui, à chaque instant, est une fonction qui vit dans un espace dimension d fois n, et n, selon les applications, peut être de l'ordre du million, voire du milliard. D, selon les applications, peut être petit, dimension 2, 3, mais peut aussi être grand, en fait. Je vais y revenir. Et donc, cette image-là ne nous aide pas trop, a priori, mais en fait, dans un cadre qui simplifie grandement les choses, qui est en l'occurrence un cadre 1 d'échangeabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes particules sont interchangeables, c'est-à-dire qu'initialement, ma fonction est symétrique, c'est-à-dire que je peux prendre une permutation, et à ce moment-là, ma distribution de particules reste inchangée. Ok, mais une hypothèse qui, quelque part, est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus, oui, je dirais, cruciale, c'est vraiment une autre hypothèse, qui est une hypothèse dite de chaos moléculaire, qui est en fait une hypothèse d'équilibre local. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hypothèse? Eh bien, je vous ai dit qu'à chaque instant, t, fn, c'est donc la loi de mon n-uplet de particules. Je peux donc écrire les marginales à k particules. Et en fait, mes marginales à k particules, dans la limite d'un très grand nombre, n tend vers l'infini, n est très grand, dans cette limite-là, eh bien, mes particules sont asymptotiquement indépendantes. C'est-à-dire que mes marginales vont être tensorisées. Ok. Donc ça, c'est l'hypothèse de chaos, et je reste volontairement vague dans la topologie en laquelle cette indépendance a lieu pour l'instant. Voilà, pour tout T, pour tout K. Et alors, quand on a ces deux hypothèses-là, et en particulier, voilà, j'insiste sur l'hypothèse de chaos, et bien à ce moment-là, cette équation-là se simplifie énormément, on intègre, et ça va nous donner l'équation qui va nous intéresser pour la suite de l'exposé, qui est donc une équation de champ moyen du premier ordre, voilà, qui porte sur la densité des particules. Avec, a priori, pour l'instant, encore une fois, de la viscosité,
ou de la température, enfin bref, une diffusion brownienne au niveau microscopique ou non, a priori. Ok, et les cas qui vont nous intéresser, c'est des cas où l'interaction va être typiquement singulière. Singulière, c'est-à-dire que le potentiel G d'interaction va se comporter proche de 0 comme une loi de puissance, 1 sur x à la puissance s. Et en particulier, on va prendre des interactions qui sont plus singulières, qui sont soit aussi singulières que l'interaction de Coulomb, soit plus singulières encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce paramètre S, il va être plus grand que d-2 et plus petit que d. Plus petit que d parce que ça reste voilà, une interaction intégrable, et d-2 c'est vraiment la singularité de Coulomb. Ok, donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on regarde ce genre de système? Ben, par exemple, dans le cas de la dimension 2, b égale 2, et dans le cas d'une interaction coulombienne, en fait, c'est un modèle qui a été proposé par Chapman, Schatzman, Rubinstein et I. C'est un modèle de supraconducteur de type 2. Alors, parce qu'en fait, vous avez un effet, donc sur les supraconducteurs de type 1, vous avez un effet qui s'appelle l'effet Meissner, qui est que si vous prenez les supraconducteurs qu'on a tous dans la poche, pas du tout, mais en fait, il répulse complètement le champ magnétique. Et les supraconducteurs de type 2, il y a un régime de température et de potentiel magnétique externe, quand on leur applique ça, pour lesquels il y a une pénétration du champ magnétique, mais uniquement sous la forme de vortex. Et du coup, ces dynamiques-là sont des modèles de dynamique de vortex de champ magnétique dans des supraconducteurs de type 2. Mais en fait, pour le cas plus singulier que d-2, c'est aussi des modèles qui ont été étudiés pas mal par, en l'occurrence, Caffarelli et Vasquez et leurs collaborateurs, donc notamment Diana, Stan, Félix Del Tosso, des modèles de type milieu poreux, mais pour lesquels, si vous voulez, dans la loi de Darcy, donc pourquoi? Parce que ça, vous pouvez voir ça comme une équation de continuité avec un champ de vitesse qui donc obéit à la loi de Darcy, donc c'est un gradient de pression, et c'est une pression qui inclut des interactions non locales. Voilà, milieu poreux, et puis voilà, alors après le cadre des dimensions D supérieures, c'est aussi parce que en fait, vous avez ce qu'on appelle les points de Fekete, c'est-à-dire que quand vous cherchez à ce que sur un espace compact, disons le Tor, vous cherchez la valeur moyenne d'un polynôme de degré D, et vous cherchez en théorie de l'approximation à trouver des points tels que une combinaison linéaire du polynôme évalué en ce point-là soit exactement égale à la valeur moyenne du polynôme. Et en fait, les points qui permettent de faire ça, si vous voulez les trouver numériquement, vous devez inverser une matrice de Van der Monde, et le conditionnement de cette matrice de Van der Monde est lié à l'équilibre de ce genre de système microscopique. Ok, donc quelle généralisation on peut faire sur ce genre d'équation? Bon, déjà, le potentiel d'interaction n'est pas obligé d'être exactement une loi de puissance, hein. On peut prendre des modifications lisses de ce genre de potentiel. Et puis, une autre généralisation qui va du coup m'intéresser dans la deuxième partie de l'exposé, c'est une généralisation pour des types de mobilité qui ne sont pas forcément linéaires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait avoir un mu puissance alpha ici. Et ça, c'est une façon de modéliser voilà, dans certains pores, en particulier quand alpha est négatif, des obstructions de pores. Ça sont des modèles physiques continus. Continu, oui. Il n'y a pas de log. Voilà, oui. Effectivement, dans les cas milieu poreux plus classiques, on peut trouver des analogues microscopiques pour ce genre d'équation-là. À ce moment-là, quand on rajoute une non-linéarité sur la mobilité, a priori, notamment, il faut peut-être prendre des interactions qui ne sont pas que des interactions 2 à 2. Enfin, il y a des problèmes pour définir une dynamique microscopique associée. Voilà, donc quand alpha est plus petit que 1, ça va être, mais positif, ça va être un cas de diffusion rapide, et quand alpha est négatif, ça va modéliser typiquement des phénomènes d'obstruction de pores. Mais à ce moment-là, vous voyez que si alpha est négatif,
bah, vous avez une dégénérescence assez forte, parce que si votre mesure est nulle quelque part, il faut pouvoir donner un sens à l'équation, et inversement, si vous avez une densité très forte non bornée, bon. Donc c'est pas clair ce qui se passe dans ce genre de cas. Ok, donc en particulier, comme on va s'intéresser à des alpha négatifs, et que dans ce cas-là, on peut avoir une fuite de masse à l'infini, et que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, on va se placer dans un domaine borné, et comme je ne m'intéresse pas non plus spécifiquement, en tout cas pour l'instant, aux conditions au bord, je vais juste me placer sur le tore. Et dans une bonne partie de ce que je vais dire, je vais essayer d'être clair sur quand est-ce que le tore est vraiment nécessaire ou pas. Mais en tout cas, dans la première partie de ce que je vais dire, on peut se placer sur un espace euclidien classique. Donc voilà, sur le tore, et à ce moment-là, G, c'est donc la solution d'un Laplacien fractionnaire, donc D-2, G, et puis qu'on périodise. Voilà. Ok. Bon, enjeu quant à la singularité du potentiel. Si vous vous souvenez de l'hypothèse de chaos moléculaire, qui encore une fois est vraiment essentielle, quand votre potentiel est très singulier, bah, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, vous avez des particules qui interagissent et qui se repoussent très violemment lorsque elles s'approchent. Et en fait, ce genre de phénomène-là, bah, même dans une limite de très grand nombre de particules, bah, il peut y avoir un effet collisionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... en fait, l'indépendance des particules pourrait très bien avoir lieu avant qu'elles ne se rencontrent et pas après, auquel cas l'équation limite n'est plus valable, et à ce moment-là, vous avez plutôt des équations type collisionnelle, donc typiquement une équation de Boltzmann. Et donc en fait, c'est pas clair que l'hypothèse de chaos doive nécessairement s'écrire sous cette forme-là, quand vous avez des potentiels qui sont singuliers. Voilà, donc quelques problèmes ouverts, et un petit peu peut-être l'image qu'on peut avoir en tête. Donc, vous avez en fait cette échelle de singularité qu'on a par un paramètre S, et vous avez ce seuil-là de Coulomb, D-2, et en fait, en deçà de ce seuil, vous n'avez typiquement pas de problème d'unicité, de stabilité sur les solutions. Par contre, au-dessus de ce seuil-là, pour les potentiels qui nous intéressent, ben les instabilités microscopiques se traduisent sur le modèle cinétique, si j'ose dire, par abus de langage, enfin le modèle de champ moyen, se traduisent par le fait qu'on n'a pas de résultat d'unicité, pas de résultat de stabilité. Alors peut-être quant à ça, une chose importante, c'est que en fait, sur ces équations-là, on n'a pas de principe de comparaison. Et le fait qu'on n'ait pas de principe de comparaison, ben, on n'a pas accès à des solutions de viscosité notamment, on n'a pas accès à donc, ces principes-là de stabilité. Par contre, le comportement asymptotique, dans des cas très répulsifs comme ça, finalement, ne pose pas tant de problèmes que ça, parce que c'est vraiment les interactions à très courte portée qui vont dominer et repousser assez vite la solution vers des profils type Barenblatt, donc des profils autosimilaires. Mais dans le cas ici, moins singulier, eh ben, c'est plus compliqué. Le comportement asymptotique est dominé par les interactions à longue portée, et donc les paysages peuvent être plus complexes. Voilà pour le schéma. Et enfin, la question, est-ce qu'ici, on peut aussi même avoir carrément des phénomènes collisionnels à la Boltzmann, en partant d'un modèle pourtant de champ moyen, mais en interaction singulière. Ok, donc maintenant, je vais parler d'énergie modulée. Donc encore une fois, c'est un travail en collaboration avec Sylvia et Matt et Sylvia. Énergie modulée. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, déjà, l'objectif, c'est de prouver cette hypothèse de chaos moléculaire, de prouver qu'elle se propage en temps. C'est-à-dire que si initialement mes particules sont asymptotiquement tensorisées, dans ce sens-là, très fort, est-ce que c'est une propriété qui est propagée? Et l'objectif, ça va être d'obtenir une version qui soit à la fois quantitative et uniforme en temps de ces résultats.
Et en fait, en un mot, pour donner vraiment l'idée générale, en un mot, cette méthode-là, le principe, c'est de se baser sur un principe d'unicité fort faible pour l'équation. Donc la méthode, c'est de l'unicité fort faible. Donc qui dit unicité fort faible dit il me faut un fort et il me faut un faible. Et donc dans ce cadre-là, en fait, si vous regardez l'équation satisfaite par la mesure empirique, en fait c'est votre équation de champ moyen. Si vous rajoutez de la diffusion brownienne à un terme stochastique près qui ne pose pas de souci. Mais ici, vous avez donc votre mesure empirique, et donc il vous faut un fort qui sera la solution de l'équation. Mais donc, nécessairement, vous avez besoin de régularité sur les solutions de cette équation. Donc voilà, c'est un peu voilà, tout de suite en un mot, les limites de ça, ça va être ça. Et c'est pour ça qu'on ajoute ici de la viscosité, en fait. Et toute la régularité dont on a besoin va en fait provenir de cette température, de cette viscosité, enfin bref, de ce terme de Laplacien ici. Alors, autre chose quant à l'hypothèse de chaos moléculaire que je n'ai pas dite, vous remarquerez que là, on a affaire à des systèmes du premier ordre. Et en fait, cet effet collisionnel dont je parle est d'autant plus susceptible d'intervenir si on regarde des systèmes du second ordre. Parce que les systèmes du second ordre, c'est des systèmes dans lesquels vous avez de l'inertie sur les particules. Et donc typiquement, les particules peuvent davantage collisionner, enfin se rapprochent plus, et donc on peut davantage avoir un phénomène de collision. Voilà. Bon, et une autre chose, c'est que c'est pas un résultat de réductionnisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour les gens qui s'intéressent au programme de Hilbert qui concerne l'axiomatisation de la physique, l'idée, c'est certains voient ce programme-là comme un programme réductionniste, c'est-à-dire que les descriptions à grande échelle des phénomènes physiques qu'on observe jouent un rôle éliminable. Et là, en fait, on se base sur des propriétés du modèle macroscopique pour en déduire le pont, si vous voulez, entre le modèle microscopique et le modèle macroscopique. Donc en fait, ce n'est pas un résultat de réductionnisme. Bon, voilà. Ça, c'est juste une parenthèse. Ok, quelles sont les quantités clés alors? Donc la quantité clé, ça va être l'énergie modulée. Alors l'énergie modulée qui donc a été introduite par Mitya Durinx en 2016 et Silvia Sarfati en 2020. Peut-être que je note tout ça. Durinx, Sarfati. Et donc encore une fois, on va se baser sur une métrique qui est donnée par l'énergie du système. L'énergie du système, c'est donc l'intégrale de la pression contre la densité. Ok, et donc ici, vous avez cette double intégrale. Et en fait, vous avez encore une fois ce fort et ce faible donc, qui interviennent ici. Donc vous avez votre mesure empirique. Et puis vous avez votre solution de l'équation. Ok, mais si vous faites ça, pour un potentiel singulier en 0, vous avez des auto-interactions entre les masses de Dirac, donc vous devez enlever la diagonale. Bon. Pour l'intuition de ce qui va se passer, ça ne pose pas trop de problèmes, mais par contre, ça demande du coup un peu de chirurgie pour donner sens à toutes les inégalités qu'on va obtenir là-dessus. En particulier, cette métrique-là s'interprète comme une norme de Sobolev homogène, négative. C'est clair quand ici vous avez de la régularité. Okay, vous distribuez un petit peu du Laplacien fractionnaire sur les deux parties. Et à ce moment-là, vous avez une norme de Sobolev négative, voilà, avec un exposant précis. Dans le cadre où vous enlevez la diagonale et où vous regardez les mesures empiriques, voilà, il y a un petit peu de chirurgie, mais essentiellement l'idée est la même. Quelle est alors, donc, unicité fort faible. Donc, quel est ce résultat d'unicité fort faible? On va l'écrire déjà pour. Puis après, ce sera direct sur le système de particules. Si je me donne donc. Juste un petit commentaire bibliographique. Cette idée d'énergie modulée, elle existe depuis très longtemps. Oui. Ne serait-ce qu'avec les modèles cinétiques et les entreprises relatives par rapport à des maxwelliennes qui sont elles-mêmes dépendantes du temps.
ça existe même avant, certainement. Mais une des premières fois où je vois ça systématiquement, c'est dans l'article de Bardos, Lederman et Gols, avec une entropie relative. L'entropie, c'est l'énergie qu'on Boltzmann. Ouais. L'entropie relative par rapport à quelque chose. En mécanique des fluides aussi, il y a plein d'antécédents. Tout le monde a toujours fait ça parce qu'en fait, à la base, c'est la démonstration du théorème de Lax en analyse numérique. Ah, okay. On se sert de la régularité de la solution pour obtenir une estimation d'erreur. Donc c'est vieux comme le monde. Là, donc c'est une adaptation de stratégie totalement classique avec la difficulté qui est liée à la singularité des points et le fait qu'il n'y a même pas comme d'ailleurs avec l'entropie, si on a des masses de Dirac, on ne sait pas définir l'entropie pour des masses de Dirac, il y a le problème de la singularité et de l'auto-interaction d'une particule avec elle-même qui est... Ouais, bon, petit commentaire du débat. Non, mais alors, moi, si c'était effectivement pas une... bon, effectivement, voilà. Voilà, donc ça, c'est dans ce cadre-là, de l'énergie modulée, celle-ci, qu'on introduit comme ça, voilà, on la retrouve dans ces articles-là. Ok, donc le principe d'une unicité fort faible, bon, vous prenez deux solutions, nu et mu, puis bon, vous regardez l'évolution, je ne vais pas vous faire exactement le calcul, hein, mais vous prenez la différence entre vos deux solutions, et puis dans l'idée de faire un Gromval, vous regardez la dérivée en temps de cette énergie, ok, donc G, delta, delta. Et là, si vous faites ça, bon, c'est très direct. Ce que vous obtenez, c'est une intégrale singulière que vous pouvez réexprimer par compensation des termes singuliers. Vous obtenez en fait cette intégrale-là, v de x moins v de y. Et puis, voilà, le terme du gradient de l'énergie contre delta, xy. Bon. Ok, une fois que vous avez ça, V, c'est uniquement le champ de vecteur sur mu. Et donc en fait, si vous avez de la régularité sur V, et donc une régularité Lipschitz en fait, vous voyez qu'ici vous pouvez borner par la norme Lipschitz de V. Et ce que vous regagnez ici en x moins y par régularité Lipschitz, eh ben, vous le regagnez sur la perte de dérivée que vous aviez ici sur le gradient du potentiel d'interaction. Et donc essentiellement, ce que vous avez, c'est que vous regagnez cette perte de dérivée. Et ce que vous obtenez du coup ici, ça va être cet estimé-là, donc 1,5, gradient de V Lipschitz. Et puis, donc pourquoi vous lui regagnez? Parce qu'encore une fois, G, c'est essentiellement une loi de puissance inverse. Donc x moins y, delta, xy. Et donc ça, c'est votre terme d'énergie. Okay, c'est le même terme. Donc là, vous pouvez faire un Gromval, et si vous avez une borne là-dessus, essentiellement, vous avez prouvé de l'unicité fort faible. Bon, bah, l'idée, ça va être exactement ça, mais voilà, il faut juste un peu travailler pour ici l'adapter à cette énergie modulée. Donc, si vous faites ça, encore une fois, on s'intéresse à des potentiels très singuliers. Donc, on est obligé de rajouter de la diffusion brownienne. Ce qui va se passer, ça va être quoi? Ça va être que maintenant, je ne prends plus delta, je prends delta n, je prends ma mesure empirique. Ok, je ne prends pas nu, je prends mu n. Ok, ça c'est ma mesure empirique, mu n. Donc, si je fais ça, là j'ai l'énergie modulée. Ici, j'ai bien mon terme fort, donc ma solution de l'équation. Je peux reboucler ça comme ça. Mais là, j'ai un problème, c'est que si j'ai de la diffusion, bah, j'ai des termes en plus qui proviennent de la formule d'Ito. J'ai des termes stochastiques. Ok, mais j'ai aussi un terme qui est très singulier, lui. Hop. Plus un terme stochastique. Bon, j'écris ça comme ça. Plus sigma. Et puis là, vous avez le terme de la formule d'Ito. On retire la diagonale. On retire la diagonale. Et puis là, vous avez le Laplacien de G, x moins y, delta n, tensorisé deux fois.
Ok, ce terme-là, il nous pose problème, hein, parce qu'il est vraiment très singulier. G, c'est une loi de puissance qui est presque non intégrable. On n'a pas de signe dessus en particulier. Et donc en fait, l'idée là pour gérer des potentiels aussi singuliers, l'idée de Bresch, Jabin et Wang, ça a été d'ajouter à cette énergie-là, puisque vous avez de la diffusion, finalement, c'est peut-être pas la bonne quantité à considérer, c'est pas forcément l'énergie, c'est peut-être l'énergie libre. Donc vous adjoignez un terme d'entropie à ça. Ouais. Ok. Ok, on adjoint un terme d'entropie, donc ça c'est Bresch, Jabin et puis Wang. En fait, ce que vous ajoutez, c'est donc l'entropie entre la solution de Liouville et puis la mesure tensorisée n fois solution de l'équation. Et en fait, ça, c'est même mieux parce qu'en fait, on va travailler directement au niveau de l'équation de Liouville. Pourquoi c'est mieux? Parce que finalement, cette dynamique à n particules, dans le cas d'un potentiel aussi singulier, pour une diffusion brownienne, elle n'est même pas forcément bien définie en fait. Voilà. Donc en fait, par contre, l'équation de Liouville, on peut donner un sens de solution entropique pour ce genre d'équation et donc travailler directement sur la mesure des particules. Ça va nous donner vraiment une mesure du coup du chaos moléculaire au sens de la tensorisation des marginales. Puisque si vous vous souvenez de l'hypothèse du chaos moléculaire, c'était sur les marginales associées à la solution de l'équation de Liouville qu'elle portait, et pas sur directement la mesure empirique. En fait, ça va nous donner les deux. Donc on adjoint un terme d'entropie, et puis la quantité qu'on va considérer, ça va être cette énergie libre, modulée, qui donc est le terme d'entropie fois une température, plus le terme d'énergie. Ça, c'est vraiment homogène à une énergie libre en physique. Hein. C'est température fois entropie plus le terme d'énergie modulée. Voilà, bon, xn bar, c'était mais bon, n uplet de particules. Ça, et en fait, on intègre contre la solution de Liouville. Donc, on prend la moyenne de cette énergie modulée. Pardon. Ok. Et là, l'idée est la même. C'est de faire un Gromval. Et pourquoi ça va marcher? Parce qu'en fait, quand vous allez dériver en temps, non pas l'énergie modulée exclusivement, mais que vous adjoignez à ça un terme d'entropie, ce terme-là singulier, il est exactement compensé par la dérivée en temps que vous obtenez pour l'entropie. Donc en fait, ce terme-là disparaît, et vous vous retrouvez essentiellement avec ce terme-là uniquement. Ok, et donc comme ça, vous pouvez avoir votre Gromval, et sous l'hypothèse de régularité sur votre champ de vitesse, vous avez une propagation du chaos qui est uniforme en temps et qui est quantitative. Ok, donc théorème. Je sais pas si c'est... Voilà quoi, je sais pas trop si ça se fait là ce que je fais. Mais... Rosenzweig, puis Sarfati. Donc encore une fois, on avait une dimension D supérieure à 1, et puis une loi de puissance qui est plus singulière que la singularité de Coulomb. Bon, déjà, vous savez qu'il existe une unique solution mu. Excuse-moi. Oui. Je reviens au commentaire que tu faisais là, sur l'équation de Liouville complète. Oui. Le commentaire que tu faisais en disant on peut lui donner un sens, c'est pour sigma positif ou pour aussi sigma égale à 0? Sigma positif. Bon. À sigma égale à 0, il y a un souci. Ça devrait être jouable, mais il y a un travail. Oui. Ok. Le point, c'est que quand on dit ça, on peut lui donner un sens, c'est qu'implicitement, on a quand même bien randomisé la condition initiale et que donc on est prêt à se servir de propriétés style P pour la donnée initiale sur l'équation de Liouville.
parce que si on mettait des masses de Dirac, ce ne serait pas exactement la même chose, parce que le Laplacien, on l'a pas. Donc c'était juste pour signaler un problème, j'ai réfléchi à toutes ces questions-là, un problème ouvert sur l'aspect EDS, même pas l'équation nouvelle. Ouais. Sur l'aspect EDS, ce que l'on sait, le seul cas où on sache répondre positivement, c'est la dimension 1. Dans la dimension supérieure à 2, ce qu'on sait, c'est qu'il existe une unique solution de cette équation différentielle ordinaire, équation différentielle stochastique, si on part de points qui sont distincts. Donc il n'y a pas de collision, c'est-à-dire le temps d'existence, qui est un temps d'arrêt, est infini. En revanche, si on part avec des collisions, je sais vérifier que s'il y a deux points qui sont collés l'un à l'autre initialement, ils s'écartent et on peut définir de manière unique, mais s'il y en a trois, je ne sais pas comment faire fonctionner ça. Peut-être trois, on y arrive encore, mais une condition initiale générale pour l'équation différentielle stochastique, en quel sens c'est bien posé, étant donné qu'on peut avoir des collisions initialement. À ma connaissance, c'est pas connu. Je n'ai pas exploré. Tu as des infos là-dessus sur l'EDS. Ouais, justement, donc c'est vraiment pour ça que je disais, en fait, on va travailler directement. Voilà. Mais effectivement, en fait, pour un potentiel plus singulier que Coulomb, non, je ne sais pas faire. Ouais. Ça reste voilà. Exactement. Ok, donc, bon. Je vais prendre une condition initiale ici qui sera de plus. Bon. En fait, L infini si vous êtes plus petit que D-1, parce que si S est plus petit que D-1, votre champ de vitesse il est quand même régularisant par rapport à mu. Si S il est plus grand que D-1, en fait, votre champ de vitesse il est plus singulier que mu. Donc il y a un petit peu encore une distinction là. Allez, je vais mettre L infini si S est plus petit ou égal à D-1, et puis sinon vous demandez un peu plus de régularité, mais c'est pas tellement ce point-là que... Bon, voilà. Bon, à ce moment-là, vous avez une unique solution, L infini en temps, L infini en espace, qui est lisse à t positif, hein, et vous avez donc... Bon, désolé, j'efface ça. Vous avez propagation du chaos uniformément en temps et de manière quantitative. Alors comment ça s'exprime? Eh bien, sur une borne sur l'énergie libre modulée. Ok, qui est donc une borne avec une constante C qui ne dépend pas du temps. Ok. Donc si initialement vos particules sont tensorisées, à ce moment-là vous pouvez montrer que l'énergie libre modulée va tendre vers 0. Et si vous avez en plus voilà, des exposants précis sur, qui tendent vers 0 quand n tend vers l'infini. L'idée de ça, encore une fois, ici vous avez un terme de norme Lipschitz sur votre champ de vitesse qui apparaît. Et donc quand vous faites votre Grandval, l'enjeu, si vous voulez quelque chose d'uniforme en temps, ça va être de contrôler une intégrale qui s'écrit comme ça, qui est l'intégrale du champ de vitesse, quoi, enfin de la norme Lipschitz du champ de vitesse. Et ça, si vous avez des estimées de relaxation suffisamment fortes sur la solution de votre équation, eh ben, vous pouvez espérer que cette intégrale-là soit que ce terme-là soit intégrable, quoi, uniformément en temps. Donc c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que vraiment on a besoin de cette régularité ici. Parce que les termes de relaxation vont provenir du coup du niveau de la chaleur essentiellement. Ok. Voilà pour l'énergie modulée. Donc je vais maintenant vous parler d'une généralisation du coup pour ces phénomènes d'obstruction de pores. Donc en fait ça c'est quelque chose qui... Le cas d'une mobilité non linéaire comme ça, c'est quelque chose qui avait aussi été étudié par Vasquez et ses collaborateurs, plutôt dans le cas où alpha est positif en fait, et donc c'est pas le même modèle physique. En particulier, il y a un article de 2018 qui, parce que vous avez des estimés de... Alors, pardon, je suis pas clair. Là maintenant, je ne prends plus de diffusion brownienne. Ok.
et je m'intéresse plutôt au comportement des solutions de cette équation. Ok, bon, qu'est-ce qu'on sait sur cette équation? On a un certain nombre d'estimés a priori qui ont permis à, du coup, donc Vasquez, donc Stan, Del Tosso, et puis Vasquez, en fait, 2018, de montrer que vous avez une solution pour cette équation. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout une estimée de relaxation, L infini, qui s'écrit pour un certain gamma, comme ça, indépendamment de la condition initiale, qui est juste une mesure finie de masse bornée. Alors eux, ils sont sur tout l'espace. Mais... Donc voilà, si vous considérez une mesure de proba, ça va être 1. Et donc, ok, donc qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qui leur permet de faire ça? Vous avez plusieurs estimés a priori. La première, c'est de regarder la dissipation de l'énergie. Donc si vous regardez la dissipation de l'énergie, et l'énergie est la même, hein, c'est cette équation-là, à part la mobilité qui est non linéaire, c'est un flow gradient de Wasserstein pour la même énergie, quoi, essentiellement. Donc vous avez ce terme d'énergie-là qui se dissipe, et votre terme de dissipation d'énergie qui va être en fait celui-là. Alors, c'est une constante et ça vient d'une inégalité de Shrugaropoulos. Bon. Pardon, excusez-moi, je suis en train de mélanger les deux estimés a priori. Bonjour. Le terme de dissipation d'énergie, c'est celui-ci. Mu carré et puis mu alpha. Voilà, donc vous avez cette inégalité, cette estimée a priori. Vous avez la dissipation des normes LP. Ok, donc si je prends P et puis T positif, j'ai une dissipation des normes LP. Alors, qu'est-ce qui intervient là dans la dissipation des normes LP? Ça va être justement une inégalité de Shrugaropoulos, mais essentiellement, ça vous donne un petit peu de dérivée sur votre solution. Ça vous fait gagner un petit peu de dérivée. Voilà, et puis c'est exactement ça que vous obtenez. Je vous demande de me croire. Ok. Bon, qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Ça va nous donner de la continuité faible sur la dissipation d'énergie. Et puis, ce terme-là de dissipation de norme LP, ça va nous donner un petit peu de compacité, suffisamment pour passer à la limite dans des termes non linéaires, comme on a ici à cause de la mobilité. Ok, et une troisième propriété qu'on a sur cette équation, en fait, on a une sorte, donc encore une fois, on n'a pas de principe de comparaison sur ces équations, mais on a une forme de principe du max faible. Alors je ne sais pas si c'est la bonne façon d'appeler ça comme ça, d'appeler ça, mais essentiellement, on a une décroissance du max et une croissance du minimum de manière symétrique. Voilà, et donc, encore une fois, si vous avez une estimée de dissipation de norme LP comme ça, là, vous gagnez un petit peu en dérivée, et donc en fait, vous avez un argument d'itération à la Moser, que je passe sous silence, qui vous permet de montrer une relaxation très forte des solutions de cette équation, et d'obtenir ça, qui du coup permet à ces auteurs de construire une solution partant d'une condition initiale mesure bornée. En fait, on peut faire plus simple en se basant plutôt sur cette propriété-là. Je crois que c'est. Je me demande si. Mais alors peut-être c'est pas exactement pareil, mais en fait c'est ce que. Voilà, ok. Bon, on est d'accord. Ok. Donc il y a une manière plus simple d'obtenir ces estimés qui consiste à regarder l'évolution d'un point de maximum. Donc ça, c'est ce que font du coup Charles, Pierre-Louis, Jean-Michel Vassery. Ok. Encore une fois, là, la mobilité est non linéaire et le alpha ici est négatif. Donc il y a vraiment ce problème de donner un sens à cette équation, alors que
quand votre densité s'annule, bah, vous avez un problème, quoi. Et donc, ce qu'on peut faire pour ça, c'est de regarder, donc, si je regarde l'évolution de mon point de minimum, ok, donc ça c'est, donc je prends une courbe de point de minimum. Ok, donc de mu. Et bien, si je regarde l'évolution de mon point de minimum, qu'est-ce que je vais avoir? Pardon. J'ai une première dérivée qui tape la dérivée partielle en temps, et puis là j'ai la dérivée partielle en espace. La dérivée partielle en espace, ici vous avez la dérivée en temps de cette courbe de point de minimum. Et comme je suis sur un point de minimum, ça c'est nul. Mais en fait, ça c'est formel. Potentiellement vous avez un problème si vous avez un saut. Sur le point de minimum, vous voyez que vous pouvez vous retrouver ici avec un point de minimum là, puis d'un coup il saute, et puis en fait, a priori, je peux même en prendre un qui est encore plus compliqué, donc il y a quelque chose un peu peut-être arbitraire là-dedans. Mais en fait, ce qui est important, c'est vraiment cette estimée a priori là pour justifier ce passage. Pourquoi? Parce que essentiellement, si vous avez un saut entre la dérivée totale du point de minimum et la dérivée partielle de la fonction mu en ce point, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'essentiellement, vous avez une direction dans laquelle vous allez vous retrouver plus petit que le min qui croît. Donc, ce n'est pas possible. Et donc, ces estimés-là permettent de justifier cet argument. Mais là, si vous faites ça, vous vous retrouvez donc avec l'équation. Ok, donc je prends la divergence de mu alpha, gradient G convolé avec mu, et puis au point de minimum. Quand la divergence va taper contre la mobilité, vous allez avoir un gradient qui va sortir, qui va encore s'annuler. Bon, après, il y a des schémas d'approximation qui vont permettre de donner un sens à tout ça. Notamment, vous pouvez d'abord rajouter un epsilon là pour que vous n'ayez pas de problème quand vous allez avoir un mu qui va s'annuler. Vous pouvez aussi rajouter un Laplacien qui ne va pas vous poser de problème ici dans la construction de cette méthode. Qu'est-ce que vous allez, donc avec quoi vous allez vous retrouver? Vous allez vous retrouver avec une dérivée en temps du minimum qui est égale à le minimum à la puissance alpha, qui est négatif, et puis le Laplacien du potentiel d'interaction mu t x bar. Ok, bon, et là on est un peu embêté a priori, mais en fait, ce qu'on peut montrer, alors je ne sais pas ça si ça peut servir dans d'autres cas ou pas, je ne sais pas si ça, enfin peut-être voilà, ça existe déjà aussi, donc dites-moi si c'est le cas. Mais ça, en fait, on peut écrire un lemme là-dessus. Et en fait, on contrôle, là derrière vous avez le Laplacien fractionnaire. Le Laplacien fractionnaire, vous le contrôlez par mu lui-même. Parce que vous êtes en un point de minimum. Ok, donc si x bar est un point de min, ça c'est une inégalité indépendante de l'équation, hein, un point de minimum, et ben vous contrôlez le Laplacien fractionnaire par la fonction évaluée en ce point de minimum et moins un peu d'intégrabilité sur mu, L1. Voilà, donc ça, je sais, voilà. Par ailleurs, pour avoir ça, pour le coup, j'ai vraiment besoin de me mettre sur le Tor, en tout cas sur un domaine borné. Mais peut-être qu'avec ça, il y a aussi, voilà, on peut mettre un petit peu plus d'intégrabilité, un peu moins de puissance sur l'évaluation de mu en ce point minimum. Bref, quoi qu'il en soit, ce qu'on obtient ici, ça va être que, donc moins le Laplacien tac, donc ça va me donner que ça c'est supérieur au point de minimum de mu t en alpha à une constante près, fois donc mu L1 moins mu de x bar. Et donc mu de x bar c'est le point de minimum. Donc ouais, en fait c'est vraiment
vraiment ça. Donc c'est vraiment ce que font pour le point de maximum et ce qui leur permet d'obtenir cette inégalité-là, indépendamment du processus d'itération, un peu douloureux. Donc Charles, alors je ne sais plus qui, puis il y a, j'imagine, Jean-Michel Lasserie aussi. Lasserie-Lyons, pardon, pas Lyons-Lasserie. On va faire les choses bien quand même. Voilà. Serait malheureux serait malvenu d'oublier. Ok. Donc là, vous comparez avec une EDO qui est cette EDO-là. Et donc en fait, votre alpha est négatif. Donc ici, vous avez alors bon, et la masse totale est conservée. Mesure finie, bornée. On va se dire que c'est une mesure de proba, donc c'est 1. Et donc vous comparez avec cette EDO. Donc en fait, la solution de cette EDO-là, même si vous partez de 0, elle est instantanément relevée. Donc ça vous donne une estimée a priori qui est une borne inférieure sur l'équation. Voilà, proposition, vous prenez une solution qui est forte, donc mu, je sais pas, c'est 1, 1 sur l'équation, solution, et puis ça vous donne une estimée a priori de cette forme-là. Alors x, c'est peut-être pas une bonne notation, on va prendre phi. Qui est strictement positif. Voilà, vous pouvez faire la même chose pour le point de maximum, ce qui, sous une hypothèse d'intégrabilité supplémentaire, va vous donner une relaxation. Et donc, de cette façon-là, vous pouvez donner sens à et des propriétés de lifting de la solution, bien que vous partiez d'une condition initiale qui soit de support à support compact. Enfin, compact dans un compact, vous me direz. À support, disons, qui ne remplit pas tout l'espace. Et vous obtenez comme ça une solution. Ok. Ça, c'était pour alpha négatif. Et en fait, ces mêmes auteurs-là étudient plutôt des alphas qui sont des modèles à diffusion rapide, c'est-à-dire un alpha qui correspond ici à un alpha entre 0 et 1, et peuvent prouver une propagation peuvent prouver une vitesse de propagation infinie sur ces équations en dimension 1. Ou si vous mettez en dimension quelconque, si vous considérez des solutions radiales, donc essentiellement vous vous ramenez en dimension 1, à ce moment-là vous pouvez vous ramener à un principe de comparaison, et c'est ce principe de comparaison-là qui peut vous permettre d'obtenir des bornes inférieures sur les solutions. Mais si on n'est pas dans ce cadre-là, et ben en fait, cette méthode-là de comparaison et cette inégalité fonctionnelle sur le Laplacien fractionnaire peut vous permettre du coup d'obtenir, dans le cas d'un domaine borné, une borne inférieure. Donc de la même façon, propriété, quand alpha est entre 0 et 1, mu est une solution régulière, et bien à ce moment-là, vous pouvez obtenir que mu de t et de x est plus grand que phi de t, qui est strictement positif, et donc la vitesse se propage infiniment rapidement, pour phi qui satisfait cette équation-là. Et ça, c'est un cas typique de non-unicité pour Cauchy-Lipschitz, du coup, puisque alpha est plus petit que 1. Et donc en fait, dans cette méthode-là, vous sélectionnez la solution qui correspond à cette EDO-là, qui part tout de suite de 0. Vous sélectionnez cette solution-là par le mécanisme d'approximation. Ok. Ok. Donc, une autre remarque. Je peux passer ça. Autre remarque, c'est du coup la borne L infini. Puisque dans la dégénérescence de cette mobilité, vous voyez que si alpha est négatif et que mu est infini, la mobilité s'annule,
et donc vous pouvez rester non borné a priori. Et ben, vous pouvez faire la même chose, la même stratégie pour un point de maximum, mais là, vous n'allez pas pouvoir échapper au mécanisme d'itération à la Moser dans un cadre générique. Néanmoins, si vous êtes dans un cadre où alpha n'est pas trop négatif, mais j'insiste sur le fait qu'on peut traiter des cas où alpha est arbitrairement négatif, hein, mais simplement la méthode est plus compliquée, c'est cette itération de Moser. À ce moment-là, ce que vous obtenez, c'est le max de mu à la puissance alpha, et puis ce Laplacien fractionnaire. Et là, vous êtes à nouveau embêté. Et en fait, il y a l'inégalité sœur de celle-ci qu'on peut obtenir, mais qui n'est pas la même en fait. Il ne découle pas. Et en fait, vous avez x bar un point de maximum. Et puis, sur le Laplacien fractionnaire, vous pouvez le borner inférieurement. Vous pouvez le borner inférieurement par mu en le point de maximum. Donc, concrètement, la norme est infinie de mu, puisque après, si on considère une solution initiale, une solution régulière, ça ne pose pas de problème, mais après, quand on va obtenir ça comme solution a priori, ce sera la norme à l'infini en toute généralité. Donc ça, vous avez ça plus S-D plus 2 sur D et mu L1 moins S-D plus 2 sur D. Bon, alors celle-là, pour le coup, j'étais content au début et en fait, j'en ai parlé à Laure et Sylvia m'a dit que ça ressemblait fortement à une inégalité qu'utilisent Constantin et Vicol pour l'équation semi-Caggi-géostrophique. Et effectivement, c'est le même genre d'inégalité pour le coup. C'est pas exactement la même, mais bon, c'est essentiellement le même argument quand même. Donc si vous avez ça, à ce moment-là, vous avez le même argument qui déroule. Donc d sur dt du point de max, donc disons concrètement la norme à l'infini, va être donc plus petit que moins une certaine constante. Et puis, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et là, en fait, si vous êtes dans ce cadre-là où si vous êtes dans ce cadre-là où alpha est pas trop petit, et pas trop négatif, vous pouvez faire exactement comme Charles, Jean-Michel Lasserie, Pierre Lyons, Bertoucci, et obtenir une régularisation comme ça. Mais quand vous êtes dans un cadre différent, à ce moment-là, vous faites des itérations, donc vous vous interpolez, si vous voulez, à la Gagliardo-Nirenberg. Bon. Ok, donc là, vous obtenez quoi? Bon, la puissance, voilà, hein, gamma, et puis gamma est plus grand que 1. Et donc vous obtenez une régularisation de ce type. Ok. En guise peut-être de conclusion et d'ouverture, je voudrais juste faire un peu de science-fiction, revenir sur l'hypothèse de chaos moléculaire et pourquoi est-ce que ça m'intéresse au-delà de ces questions de dynamique de système de particules. En fait, c'est une idée de lien avec de l'apprentissage en grande dimension. Et en fait, bon, c'est un peu un lieu commun de dire que les algorithmes d'intelligence artificielle, a fortiori de deep learning, ont des performances de généralisation qui sont impressionnantes. Et en fait, elles sont impressionnantes, pourquoi? Parce qu'on a l'impression, aux premiers abords, qu'ils arrivent à battre la malédiction de la dimension. Mais bon, ça c'est pourquoi? Parce qu'ils arrivent à prendre sur des images, par exemple en haute résolution, si vous regardez ça comme un tableau de pixels, vous avez un objet en dimension 1 million, et alors que il ne nécessite certainement pas de l'ordre d'une exponentielle de la dimension de données pour avoir des performances qui sont satisfaisantes. Et en fait, donc ça c'est un fait. Et de l'autre côté, vous avez des théorèmes qui sont des théorèmes dits de no free lunch,
qui ont été développés par Wolpert et McCready, qui sont des théorèmes assez généraux, mais une façon de les voir, c'est que vous me donnez n'importe quel algorithme d'apprentissage, et ben, je peux vous trouver une distribution de laquelle les données sont issues, et pour laquelle votre erreur de généralisation, donc votre erreur en dehors des points de données de l'apprentissage, décroît arbitrairement lentement en le nombre de données d'apprentissage. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui semblerait qu'on observe de facto. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, ces algorithmes-là, on les entraîne sur des données qui sont issues de distributions qui ont une certaine structure et que finalement, ces algorithmes sont formés de manière cohérente avec cette structure-là, dit de manière un peu vague, mais c'est-à-dire qu'en fait, la connaissance a priori qu'on a sur les données se retrouve dans l'architecture des réseaux de neurones. Ok, pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, si vous repensez à l'équation de Liouville qui a été écrite ici au début, on avait une fonction qui était en dimension d fois n, donc de l'ordre de millions, parfois du milliard, et à la fin, ce qu'on a, c'est un algorithme qui nous permet d'avoir une équation de champ moyen, mais ça ne fonctionne que parce que vous avez cette hypothèse très forte sur la distribution de laquelle les données sont issues, à savoir une hypothèse de chaos moléculaire. Et donc en fait, on n'apprend pas une fonction en dimension d fois n, mais on apprend n fonctions en dimension d. Et ça, du point de vue de l'apprentissage, c'est radicalement différent. Et donc voilà, c'est pour ça que, outre mesure, ces questions de dynamique microscopique, cette hypothèse de chaos moléculaire m'intéresse, et en particulier, voilà, je serais curieux de voir une hypothèse de chaos moléculaire sur des données naturelles, de texte ou d'images, que sais-je. Enfin, bon, voilà, c'était un peu de la science-fiction. Je vous remercie pour votre attention, en tout cas. Merci beaucoup.